Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec RootMe, une entreprise de cybersécurité. Vous pouvez aller faire du CTF, alors du coup sur leur site. Est-ce que tu peux nous présenter déjà qu'est-ce que c'est que RootMe et qu'est-ce que c'est qu'un CTF? Alors, Whitney, ça va être une plateforme gratuite pour pouvoir s'entraîner à faire des challenges de sécurité informatique. Donc, on se connecte sur la plateforme et on va avoir à disposition plusieurs challenges, donc que ce soit sur le web, la cryptographie, la programmation. En fait, on va devoir, c'est un peu comme un casse-tête, mais informatique, où on va devoir exploiter des failles de sécurité dans divers domaines de la cybersécurité. Et l'objectif, c'est de récupérer un flag, un petit mot de passe dans un TXT, un fichier TXT où le seul moyen de s'en procurer, c'est d'exploiter la vulnérabilité qu'il y a sur un site web, par exemple. Donc du coup, il y a des fois, comment dire, là les CTF, c'est des challenges techniques parce qu'il y a eu des failles de sécurité qui ont été faites par les développeurs. Mais la sécurité, c'est pas que ça, puisqu'il y a la sécurité physique d'ailleurs que vous présentez avec le lockpicking, et il y a aussi du coup la sécurité avec le social engineering, qui est, je dirais, le plus simple parce que généralement les devs font généralement plutôt bien leur boulot. Bon, je m'envoie des fleurs, hein, excuse-moi. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et du coup, aussi, on peut demander les mots de passe et on peut trouver plein de choses. C'est vrai que c'est difficile, franchement, quand sur sa machine, on lance avec mot de passe test, nom d'utilisateur test, et après ça part en prod. Ça m'est arrivé plusieurs fois de shipper en prod avec les mots de passe par défaut, voilà, ou aussi de mettre dans Git sans faire exprès en secret. C'est toujours, ça arrive. Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, je sais que tu as une démo sur quelque chose qui est de la sécurité, on va dire, social, on va appeler ça du social, c'est pas du social engineering, mais c'est le fait de ne pas locker sa machine. Ça permet à l'exploitant d'accéder à ta machine physiquement. Et donc, tu as là, à côté, une démo pour nous montrer en gros les risques que ça peut causer de partir en pause café sans locker sa machine. Oui, totalement. Alors, je peux vous montrer plusieurs petites démonstrations. Donc, la machine qui partirait cherche son café sans déverrouiller, sans verrouiller sa session. Quelqu'un qui fait un pen test physique, par exemple, dans une entreprise, peut essayer d'exfiltrer des données pour tester un petit peu la sensibilisation des gens. Est-ce que ils loguent bien leur machine. Ils vont utiliser ces petits gadgets. C'est une petite clé USB où à l'intérieur on va avoir une carte Arduino qui va agir comme un clavier USB en fait. Et là, l'astuce qui est trop intéressante, c'est que contrairement au virus classique, où un antivirus va pouvoir détecter que la clé, elle a un truc bizarre, comme elle agit comme un clavier, et qu'on peut brancher un clavier sans demander l'utilisateur, en fait, ça demanderait pour pour les constructeurs d'arriver à identifier, signer leur clavier et de devoir demander un mot de passe pour brancher un clavier à ce moment-là une autorisation. Aujourd'hui, c'est pas implémenté dans aucun, y compris Linux. Il me semble que tu branches un clavier USB. Tu branches le clavier, ça exécute la suite d'instructions, la combinaison de touches qu'on a programmée dans cette clé. Et forcément, oui, aucune solution d'antivirus détecte ça comme malveillant car c'est juste des actions auxquelles il y a des touches. CTRL A, CTRL C. Et, on va voir ça dans une petite démonstration. C'est vrai signer effectivement ce clavier. Ce qui est intéressant, c'est que Linux, en fait, j'imagine qu'il n'y a juste pas de standard de signalisation de clavier USB. Donc, entre guillemets, le clavier qui est branché, qui est ton clavier physique, et le clavier que tu viens de brancher, ce serait difficile en fait de reconnaître. Je pense qu'il n'y a aucun protocole et de système de sécurité matériel. Du coup, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment se protéger, à part en loquant sa machine, si je comprends bien. Alors, en loquant sa machine, oui, effectivement. Après, il va y avoir des politiques dans les entreprises où on peut désactiver les clés USB. La reconnaissance, voilà. Désactiver, les périphériques externes. Mais dans ce cas, tout d'un coup, tu veux brancher un dock pour avoir un deuxième écran, parce qu'on est dans le télétravail, et là, ça marche plus parce que c'est un écran, etc. Donc, ça veut dire pour la sécurité aussi, la plupart des entreprises, ça dépend des entreprises, mais en fonction de la sensibilité, le système par défaut ne va pas faire ça en tout cas. En tout cas, dans de nombreuses entreprises, si on arrive à s'infiltrer avec les pentests physiques, etc., on branche la clé, beaucoup d'entreprises, on peut récupérer des fichiers. Écoute, franchement, moi, je viens avec un gilet jaune en entreprise, avec un petit tabouret, et je dis oui, je viens pour laver des vitres. Je pense que je rentre dans n'importe quelle entreprise en France. Mais bon, j'ai oublié mon badge aujourd'hui. Excusez-moi. Alors qu'il
coup, il ne vérifie même pas qui je suis, etc. On peut passer à travers assez facilement avec un peu de social engineering. Et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, et qui est un peu frustrant avec la sécurité. Alors évidemment, comme tu disais, les développeurs ne font pas souvent toujours leur travail, mais d'une certaine manière, c'est encore plus simple juste de demander le mot de passe au gars, il va te le donner. Donc il faut sensibiliser, et c'est aussi du coup aujourd'hui vous faites un travail de sensibilisation sur la sécurité. Donc du coup, est-ce que tu peux nous faire la démo? Du coup, tu as donc un clavier et tu as une version encore plus évoluée aussi. Alors, Tu montreras après, tu veux commencer par. Montre-nous directement la plus évoluée, je pense que ce sera le plus intéressant. Ouais, faire ça. Alors, donc là j'ai une clé USB, comme celle qu'on a vue, sauf qu'elle va créer un accès Wi-Fi, donc un access point. On va pouvoir se connecter avec notre téléphone ou notre PC et on va pouvoir contrôler cette clé USB et injecter des payloads, donc des charges malveillantes. Donc, pour expliquer ce que c'est, le payload, c'est en gros la suite d'instructions que la clé USB va exécuter. Donc la suite d'instructions au clavier. Et ce que vous voyez, du coup, c'est que c'est un clavier. Là, C'est un clavier, ouais. c'est un clavier et il est programmable via un téléphone en se connectant sur le Wi-Fi qu'il crée en se connectant parce qu'il est alimenté le clavier. Et donc ça, cette clé, elle sera alimentée et elle créera un Wi-Fi. Et ce qui fait que vous pouvez faire du coup CTRL A, CTRL C à ouvrir un terminal et récupérer les fichiers que vous voulez. Et vous pouvez, là tu me montrais un payload où tu pouvais envoyer des pièges, tu faisais CTRL A sur, sur un dossier que tu as sélectionné et après tu ouvrais Outlook, tu mettais l'email de l'attaquant et puis t'envoyais tout simplement les données par email en pièce jointe. Et toi, tu n'as plus qu'à refresher Gmail et tu récupères les données sensibles de l'entreprise. Je reçois toutes les données, tous les fichiers CTRL A, CTRL C, très rapidement, tout simplement. On s'introduit dans une entreprise, on n'a pas le temps de manipuler le clavier, on branche la clé, c'est terminé. Est-ce que tu peux nous montrer du coup une démo à quel point ça peut être rapide justement à faire? C'est parti. Alors, tu pourras filmer l'écran qu'il y a derrière, donc on va projeter la démo sur l'écran. Donc là, vous voyez, il y a une VM Windows qui a du coup l'USB physique pour la machine de démo donc mappée. Donc là, en vrai, imaginons, c'est Gérard qui est parti à la cafette là, tu vois. Ça, c'est Gérard. Et donc, on va brancher. Donc, je vais brancher la clé USB. Alors attention, ça prend du temps parce qu'il faut trouver. Maintenant, c'est le pire parce qu'avec l'USB-C, c'est gauche-droite, tu sais, c'est une licence. Donc ça prend. Là maintenant, il faut faire droite, puis gauche, et en fait, c'était droite. Voilà, tu sais. C'est quand on est dans la panique, des fois, non. Donc, alors, j'ai la machine Windows, donc la machine cible d'un employé ou quelqu'un qui ramasse la clé USB par terre, il branche sur son PC. Comme vous comprenez, là, c'est dans une VM pour la démo. Mais en l'occurrence, ce serait une machine, il n'y a pas besoin qu'il y ait un Linux derrière, que ce soit une VM, etc. Ce serait juste un laptop, vous branchez la clé USB dessus et vous accédez au Linux. Du coup, juste à côté, vous pouvez voir le téléphone, tout simplement avec, du coup, qui est connecté en Wi-Fi via la clé USB. Et donc, avec ça, tu vas avoir une petite interface pour sélectionner le type de payload que tu veux exécuter. Donc évidemment, c'est un script, un payload que vous pouvez avoir. Donc tu veux en parler du coup voilà, là vous pouvez voir justement les instructions qui sont tapées au clavier. Et donc pour faire un CTRL A, il y a marqué 13 par exemple 171. Donc le 171, c'est quoi comme touche? Est-ce que tu sais? Tu te souviens? Alors, 160. Alors, donc ici, tout en haut, on a 131, c'est la touche Windows. 131, la touche Windows, très important. Et entrée pour 176. 176, donc voilà, ça c'est la clé, en gros, physique. Le clavier, il envoie cette donnée, tout simplement, pour pouvoir faire entrer ses... Voilà. Il simule la touche entrée, la touche CTRL N, CTRL A, tout ce qu'on veut. Donc là, on peut voir que j'ai la touche Windows. Je cherche Outlook. Ensuite, j'appuie sur Entrée pour valider et lancer Outlook. Ensuite, CTRL N, ça raccourcit Outlook pour créer un nouveau mail, un nouveau message. Ce qui est bien avec les raccourcis clavier, c'est qu'on peut les utiliser du coup pour attaquer la machine. Ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que toi, à la base, c'est pour que tes utilisateurs puissent utiliser ton application plus vite. Mais avec ce type d'attaque, tu rends même les attaquants plus rapides. C'est quand même cool. Ça. On peut après paramétrer les délais entre chaque combinaison de touches pour aller de plus en plus vite. Et donc, je vais lancer le payload. Donc, j'appuie sur Send. La clé USB va charger le payload et exécuter les différentes instructions. Donc, on voit Windows, Outlook.
Hop, CTRL N pour nouveau message. Et ensuite, il va choisir le destinataire, donc le mail de l'attaquant, le subject du mail. Et ensuite, il va contrôler les fichiers et mettre en pièce jointe. Il se positionne dans le bureau. Voilà. CTRL A. Et CTRL C, CTRL V. Et donc voilà, là vous êtes envoyé tout simplement les fichiers qu'il y avait sur le bureau. Parce que comme vous avez pu voir, ça a été fait automatiquement. Ça a été fait par contre assez lentement, mais c'est parce que vous pouvez régler le délai. Et là, il y a un délai assez généreux. En pratique, on mettra des délais un peu plus rapides, même si Gérard, peut-être que comme il était dans sa pause café, c'est parce que ça compilait. Et donc, en réalité, du coup, la machine peut aller lentement. Donc, avoir des millisecondes un peu plus haut, ça t'évite que ton script se loupe. Et donc, du coup, vous pouvez voir que si vous ne vous loquez pas, là, il n'y a aucun antivirus, il n'y a rien qui peut protéger de ce type d'attaque. Dis-moi, est-ce que tu parlais aussi des erreurs que faisaient les développeurs? Qu'est-ce que toi, je sais que tu fais de la réponse sur incident, qu'est-ce que toi, tu vois typiquement utiliser? Voilà, parce que ouais, moi, ça m'est arrivé, comme je t'ai dit, de mettre en production les mots de passe de test. Comment on se prévient de ça et quelles sont les erreurs typiques qu'il ne faut pas faire? Du coup, garder tous les mots de passe par défaut, effectivement, parce que on connaît la technologie utilisée pour une application web et on va avoir une page de login, on va tester tout de suite les écrite par défaut, donc si le développeur oublie ça, c'est critique. Parce que moi, mon utilisateur, c'est admin. Ça marche, du coup, non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu recommandes aussi? Est-ce que tu recommandes de cacher ou pas le mot de passe admin? Enfin, le nom d'utilisateur admin, entre guillemets. Est-ce que c'est sur le site web? Sur le site web, ouais. Au moment de temps? Au moment de l'utilisation, ouais. Tu vas souvent utiliser la base mail puis le password, donc ouais. en soi, tu peux pas trop cacher l'utilisateur. Oui, mais tu l'appelles pas admin, c'est ça. Il est admin sur l'application, déjà, il serait mieux qu'il s'appelle pas admin. Je peux très bien avoir un username pour pas dire que c'est administrateur, oui, effectivement, oui. Ça aide. Le gars de l'extérieur de l'application ne va pas savoir qu'il est admin. Et du coup, quand tu fais de la réponse sur incident, enfin, je sais que moi, j'ai par exemple des serveurs qui sont exposés, je vois qu'il y a des gens qui testent des mots de passe. Ce qui est d'ailleurs sympa, c'est que vous pouvez regarder dans vos logs Linux et récupérer les mots de passe qui sont testés. Donc du coup, vous pouvez avoir un peu voir qu'est-ce qui est testé. Généralement, c'est assez simple, hein, c'est route et enfin l'inverse de route en verlan, quoi. Du recul, quoi. Voilà, c'est les routines. Est-ce que du coup, toi, quand tu as fait de la réponse sur incident, c'était genre ça, typiquement, le truc qui s'était passé? C'était pas du tout les mêmes scénarios. Moi, quand je faisais de la réponse incident, ce que j'ai vu souvent, c'est des firewalls pas mis à jour. Ok. Où, en gros, les attaquants ont eu accès au VPN en interne dans l'entreprise et ont déployé des ransomware. D'accord. Parce que leur objectif pour ces groupes, c'est ils vont déployer le ransomware pour essayer de demander une rançon. Ils vont avoir des bots en fait qui vont scanner une certaine version de firewall et exploiter le plus grand nombre de firewalls possible pour ensuite exploiter l'Active Directory qui est en interne, qui est souvent connecté au firewall parce que le firewall utilise le backend LDAP. Ok. Pour l'authentification, c'est ça. Et du coup, bien souvent, c'est des mots de passe admin ou des choses comme ça, qui fait que les attaquants ont accès directement à l'Active Directory et déployer le ransomware. Et donc du coup, ils ont dû avoir un accès avec le VPN. Donc est-ce qu'il faut avoir une faille de sécurité avec la version du VPN et la version du firewall? C'est quoi les requirements pour pouvoir exploiter cette faille et comment on s'en prévoit du coup? Comment on s'en prévient? En fait, tout simplement, les hackers, ils vont pas très rarement, enfin en tout cas les groupes qu'on peut voir dans les réponses incidents, ils vont très rarement trouver de 0D. Ils n'ont pas le temps, ils sont dans la précipitation. Okay. Ils vont exploiter des CVE connus, des failles de sécurité connues qui sont identifiées à des versions précises de firewall. Okay. Bien souvent, comme on peut voir Fortinet qui ont régulièrement des failles qui sont découvertes tous les mois, 2-3 mois. Est-ce que du coup, utiliser un firewall qui n'est pas connu, c'est un moyen de se prévenir de ce genre d'attaque? Alors même si c'est pas le truc recommandé, on est d'accord, mais... Alors si c'est pas très connu, forcément il y a moins de monde qui s'y intéresse, parce que plus quelque chose est gros et plus il peut y avoir potentiel de porte d'entrée, et plus de monde peut s'y intéresser.
Mais des projets open source comme OpenSense, où il y a toute une communauté de devs et que Sapila, ce projet-là s'est déjà fait péter plusieurs fois, ça durcit énormément la sécurité comparé à une boîte qui vont être seuls dans leur projet, où il y aura forcément moins de monde qui vont développer ce projet, comparé à une communauté de projets open source par exemple. Par contre, du coup, on est d'accord que OpenSense, déjà, c'est donc open source, donc les attaquants peuvent avoir le code directement. Et du coup, quand tout d'un coup il y a une faille qui est découverte, tous ceux qui utilisent OpenSense sont d'un coup exposés. Et comment tu fais pour garder ton OpenSense sécurisé? Est-ce que tu git clone le repo toutes les 15 secondes et tu te mets à jour constamment? Comment est-ce que tu es capable de te maintenir à jour c'est quoi les bonnes pratiques pour mettre à jour ton VPN? Enfin, pas ton VPN, mais ton firewall. Le OpenSense, bah, Ouais. c'est de regarder régulièrement les nouvelles releases qui sont sorties sur le GitHub et de mettre à jour effectivement le. En fait, ça va être du travail manuel. Hein. Ok. Bon, après, on peut se scripter un bot qui notifie quand il y a une nouvelle version. C'est vraiment, en fait, c'est de la veille technologique, c'est suivre l'actualité, suivre les CVE qui sortent et ensuite mettre à jour très rapidement. Quoi. Et donc, d'une certaine manière, il faut, si vous avez une entreprise, avoir un admin 6 qui met régulièrement les systèmes à jour. Ça veut dire, du coup, Ça peut être n'importe quel firewall, hein, de mettre à jour dès qu'il y a une nouvelle version. Et tu me parlais, le VPN et le firewall, il est où le VPN, il est où le firewall, il est avant, qui est avant quoi en fait? Alors en fait, le firewall va gérer la connexion VPN. Donc en général, dans les entreprises, on va avoir une interconnexion entre les différents sites des entreprises. Enfin, une entreprise peut avoir plusieurs sites. Ouais. Et pour interconnecter ces sites, on va utiliser le VPN qui est géré par chaque firewall. Et donc, Sur on va chaque avoir site, soit le VPN SSL d'exposé ou on va utiliser un IPsec. Ok. Et donc, c'est le firewall qui va gérer le serveur VPN. Et du coup, en termes de VPN, justement, il y a OpenVPN, il y a IPsec, il y a différents protocoles. Est-ce que OpenVPN est plus sécurisé? Quelles sont les recommandations en termes de VPN que vous avez Moi, je recommande d'utiliser IPsec, c'est le vrai standard du VPN, qui est vraiment bien sécurisé. C'est vraiment le standard pour moi. Et je sais qu'il y a plein de configurations. Il me semble qu'on peut aussi avoir un pré-shared. En gros, il y a aussi un mot de passe que tu peux mettre dans ta configuration. Il y a des histoires de certificats. Et IPsec, comment tu le configures de manière sécurisée? Parce qu'il faut être capable d'avoir un secret, mais que tu distribues à tous tes employés. C'est pas juste toi, dev, sur ta machine. Du coup, comment est-ce que tu fais ce genre de choses? Alors, ça va être vraiment authentification par certificat. Un utilisateur associé à un certificat. Et du coup, ensuite, le firewall, du coup, on configure ça sur le firewall. Et certificat associé à tel utilisateur qui est associé à tel IP interne en accès VPN. En gros, l'utilisateur qui se connecte avec son certificat va être automatiquement attribué, va avoir une IP statique attribuée dans le LAN. Et ensuite, avec la politique de filtrage, eh bien, on gère le contrôle d'accès au réseau. Différents serveurs, différents VLAN, voilà. Et donc, du coup, généralement, donc, les firewalls sont pas mis à jour. Les mecs peuvent accéder du coup aux différentes machines et ils peuvent du coup, j'imagine, avec le LDAP, ils ont l'authentification sur les données de l'entreprise qui sont dans les trucs partagés de Windows, entre guillemets, les Samba, je crois, SMB, je crois que c'est ça. SMB, voilà, et du coup, ils chiffrent tout ça et ils demandent une rançon, un petit point TXT, donnez-nous du Bitcoin. Même les backup Vim qui peut être chiffré. Mais dès qu'il y a du Linux dans une infra, tout de suite il s'est épargné. C'est parce que le ransomware c'est des trucs que sur du Windows et ils ne cherchent pas forcément à chercher à exploiter les Linux. C'est vrai que là, tu me dis, les entreprises françaises, en ayant leur infrastructure sur du Linux, généralement, ça les protège de ça. C'est Windows Server qui est touché à chaque fois. Tout le temps, ouais, c'est même, je dirais, 99% du temps, c'est ça. D'accord. Et comment t'expliques? Parce que j'allais dire, j'aurais dit Windows c'est king pour les utilisateurs, genre tous les employés font du travail sur ça. Par contre, moi, si je devais déployer un serveur mail, un serveur, un firewall, le premier truc que je ferais, c'est mettre une
une VM, un Ubuntu, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que tu penses que les entreprises elles sont tant attachées j'imagine il y a cette histoire d'avoir LDAP et l'intégration avec Windows. Qu'est-ce qui fait que les entreprises elles dépendent tant de Windows Server pour sécuriser leur système? Ah bah c'est déjà pour les utilisateurs, ça va être plus facile à utiliser, hein, user friendly. Ouais. C'est tout graphique, c'est tout beau, donc forcément c'est plus pratique. À administrer, tu parles. Et aussi beaucoup d'applications métiers qui tournent sur Windows et pas Linux. Ça, c'est pour tes machines de tes clients, on est d'accord. Mais Oui. et si ok, imagine, j'ai un Linux avec un donc Samba qui délivre du SMB. Est-ce que là, du coup, je serais sensible parce que je pense que l'authentification, elle sera gérée avec LDAP de l'entreprise. Du coup, à ce moment-là, je serais aussi sensible, j'imagine, à ces chiffrements, même si j'imagine que les backups en interne, par contre, seront à ce moment-là peut-être protégés. Est-ce que tu valides pas, dis-moi. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit du coup? Alors je pense que oui, je pense que j'ai suivi la question. En gros, tu parlais d'un Linux authentifié avec le backend LDAP Active Directory, c'est ça? C'est ça. Alors, on peut utiliser des projets, des serveurs LDAP. Ouais. En fait, si on part. Alors oui, on peut s'authentifier. Alors si l'entreprise a Il y a un Active Directory, admettons, parce que les gens ils vont se loguer sur leur machine avec un mot de passe, on va leur demander de renouveler leur mot de passe régulièrement. Donc il va y avoir un Active Directory général à l'entreprise qui va être lié au fait que les gens utilisent Windows. Donc il y a ça, je dirais que tu n'as pas le choix d'avoir ça dans ton entreprise. Maintenant, ce qui est chiffré, c'est les dossiers partagés. Et les dossiers partagés, là, ils peuvent tourner sur un Linux, sur un Samba. Samba, projet open source. Alors, en général, avec Linux, on n'utilise pas du Samba, on va utiliser vraiment des projets open source. D'accord. Comme S-Cloud, qui nous va permettre de faire une sorte de cloud. Ok. Et on va pouvoir partager nos fichiers en interne ou en externe. D'accord. Et donc, du coup, c'est comme un Nextflag, on est d'accord, c'est comme un Dropbox. Et du coup, Ouais. toi, tes serveurs sont en Linux et ils vont avoir des backups qui vont se faire de ce côté sur des serveurs des VM Linux. Et du coup, là, tu ne seras pas sensible à ce type d'attaque parce que tu pourras toujours, en tout cas, restaurer tes backups, même si les machines de tes utilisateurs, ils peuvent se retrouver chiffrés. Puisque c'est stocké sur les serveurs de stockage. D'accord. Et les serveurs du fichier partagés aussi. D'accord. Et donc ça, c'est un bon moyen de se prévenir. Dès que le serveur il tourne sur Linux, en général, vous êtes épargné à, je dirais presque 100% même. J'ai en fait jamais vu de Linux se faire attaquer lors d'un incident. Ok, et du coup, le jour où du coup, ça y est, tu t'es fait pendre, tu vois, tu as toutes tes données qui sont chiffrées et il y a marqué AHA dans un fichier TXT. C'est quoi? Alors, on appelle RootMe, si je comprends bien. C'est quoi la réponse qu'il faut faire? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu vas. Enfin, j'imagine que tu vas essayer de comprendre d'où vient l'attaque. Alors oui, on va faire une phase de forensic où on va reconstituer tout le scénario d'attaque. Ok. Donc il faut comprendre comment l'hacker s'est introduit dans l'infrastructure de l'entreprise. Ça, tu vas le faire en regardant les logs des machines? C'est ça, on va regarder toutes les logs de tous les serveurs, équipements réseau, firewall aussi. Firewall, c'est le premier point d'entrée en général, donc c'est la première chose qu'on va regarder. Ok. On fait toute cette phase d'analyse. On va voir s'il y a des postes compromis où il pourrait encore avoir des traces. Donc on va analyser soit des dumps RAM. Dans le cas où les entreprises nous appellent, on leur demande souvent de ne pas éteindre la machine, les machines compromises. Ah, c'est marrant parce que moi, on m'avait dit aussi, au contraire, alors effectivement, tu as la machine qui est compromise, qui peut avoir des données en RAM. On m'avait dit, moi, d'arracher le câble et pas d'éteindre la machine, ça, parce que les fichiers temporaires, si tu arrachais le câble d'alimentation, il restait là, alors que si tu éteins, ton /var /tmp, il va se supprimer. C'est ça, totalement. Et aussi tout ce qui est chargé en RAM, donc que ce soit les charges malveillantes, vont rester stockées en RAM. Ok. Il faut juste l'isoler du réseau. Et là, ensuite, on le garde actif. Comme ça, nous, on peut effectuer un dump de la RAM et analyser plus approfondi s'il reste des traces. En fait, tout simplement, qu'est-ce qui est la charge malveillante. Et est-ce que toi, du coup, en RAM, qu'est-ce que tu peux voir? Parce que tu vas voir le PID, qui l'a lancé, et tu peux voir le nom du programme.
Et moi, je suis pas bête, mon rootkit, je vais pas l'appeler rootkit, je vais l'appeler Explorer, hein. Ouais. Donc, comment est-ce que tu identifies qu'il y a un rootkit en RAM et comment tu peux trouver qui t'attaque quoi? Bah, tout simplement, tu peux voir le process qui est en cours d'exécution. Donc, s'il y a un deuxième Explorer déjà dans mode 2, c'est bizarre. Et tu peux voir après où est stocké le binaire du processus. Donc, tu vas tout de suite savoir si c'est un chemin par défaut de Windows dans système 32 ou autre, ou si c'est vraiment le hacker qui s'est mis dans SHTMP, dans le app data de l'utilisateur, ou je ne sais pas quel chemin. Après, je sais que par exemple, Il n'y a pas beaucoup de techniques hein, pour savoir ça. Ok. En fait, quand on connaît vraiment bien l'OS Windows, on va savoir ce qui est normal de l'OS et ce qui a été apporté. Mais tu remarqueras du coup que le type d'attaque, il est assez grossier d'une certaine manière, parce qu'on pourrait remplacer un binaire Windows sur la machine et passer inconnu. Après, il faut vérifier le hash du binaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et voir si les features elles sont identiques aussi. Tout à fait. Mais enfin, tu vois, moi je peux rajouter rootkit et lancer mon rootkit et en fait c'est le même binaire patché avec mon petit code à la fin, tu vois. Enfin, on peut faire sa classe, mais généralement tu as vu ça un peu pâteux dans ton expérience. En fait, ils ne vont jamais aller aussi loin parce qu'ils sont, comme je le dis, dans la précipitation. Ce qu'ils veulent, c'est c'est un business, hein, c'est une industrie. Donc ils vont avoir des bots qui vont scanner vraiment les versions vulnérables et essayer de toucher le maximum d'entreprises dans le monde entier. Et eux, limite, ils font rien en fait, c'est le bot qui fait tout automatisé et il y a tout le process qui est déployé en fait. Et le truc que moi j'ai du mal à savoir, c'est une fois que tu as été compromis, pour moi ça y est, tu as perdu. Je vois pas du tout comment tu peux, parce que maintenant ça y est, tes machines elles ont été potentiellement compromises, elles ont pu avoir, on peut ouvrir, à partir du moment que tu as pu être admin sur la machine, tu peux configurer la machine comme tu as pu, etc. Comment est-ce qu'une entreprise, elle peut se protéger pour la future? J'ai l'impression qu'elle doit acheter tout son matériel informatique par la fenêtre et de devoir tout racheter pour commencer de zéro. Comment est-ce qu'on fait en réalité pour chasser l'intrus et ne pas avoir l'intrus qui revient la semaine prochaine quoi? Alors, du coup, ça va être déjà les mises à jour. Hein, souvent, c'est le firewall qui ping. Okay. Vraiment, déjà, si on est sécurisé au niveau du firewall, c'est limite, on ne peut pas pénétrer dans le LAN. Et ensuite, c'est de déployer des systèmes comme des EDR. Ok. C'est quoi un EDR? Excuse-moi. Alors, Endpoint Response Detection. Ok. C'est des choses qui vont analyser, sniffer le réseau pour essayer de trouver des problèmes. Alors, c'est une sorte d'antivirus en gros. Ok. Donc, ça va avoir un même comportement qu'un antivirus. C'est déployé sur le système d'exploitation du gars? Du client, ouais. Ok. De l'utilisateur. Ok. Et essayer d'analyser aussi les comportements du binaire. Bon, après, ça dépend des solutions des EDR. Hein. Mais, en gros, dans l'idéal, c'est une sorte d'antivirus avancé qui va analyser tout ce qui se passe, les call systems. Est-ce que, tiens, j'ai un nouveau port 444 qui est ouvert, qui est bizarre. Enfin, c'est pour schématiser, hein, mais... Ouais. Et donc, essayer d'identifier des actions vraiment potentiellement vulnérables, enfin, malveillantes. Et est-ce que du coup, toutes les machines qui ont été touchées, tu dois vraiment les réinstaller s'il y a eu des traces de compromission, etc., le mieux, ouais, c'est de redéployer un Windows. Ok. Si l'entreprise a des solutions de déploiement comme Autopilot, par exemple, c'est assez rapide à remettre en place. Hein, on peut automatiser le déploiement avec Windows sans problème. C'est quoi? C'est parce que normalement c'est le logiciel Autopilot pour mettre les mises à jour sur Windows, c'est ça? Et là c'est passé, tu vas me déployer un nouveau Windows? Alors en fait sur l'Autopilot de Microsoft, on va pouvoir créer un profil de déploiement. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, je veux qu'il ait ces applications installées, je veux qu'il ait tel droit d'accès à l'utilisateur, je veux faire toute la configuration d'un poste par défaut. Et ensuite, on va installer un nouveau OS Windows tout neuf. Et après, on va intégrer cette machine dans Autopilot. Donc, il y a une petite procédure pour ça. Et ensuite, la machine va se synchroniser avec notre profil de déploiement. Et ensuite, ça va tout déployer. C'est un petit peu comme un Dockerfile, mais pour Windows d'une certaine manière. Tu vas pouvoir être sûr que ton Windows il est configuré de cette manière
et pas autrement, c'est ça? C'est ça, ouais, avec telles applications. Par exemple, il va y avoir des utilisateurs qui vont avoir besoin d'applications métiers spécifiques, d'autres utilisateurs avec d'autres applications, et bien on va pouvoir créer plusieurs groupes, plusieurs profils qui vont déployer soit ces applications-là, soit ces applications-là, cette configuration-là, cette configuration-là. Et donc voilà, quoi, ça automatise tout. Ça configure le tout. Ok, bah merci beaucoup pour ton retour d'expérience sur les ransomware. Je pense que c'est un truc qui intéresse énormément, notamment des PME qui sont ils manquent de ressources pour mettre à jour leur firewall. Ils n'y connaissent pas forcément grand-chose parce qu'ils ont 4 machines, parce qu'ils ont besoin de leur informatique pour leur métier. Ils sont hyper sensibles à ça. J'espère que ça les aidera. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup Rootme? Et parle-nous un petit peu des services de sécurité que l'entreprise propose. Alors tout simplement, si vous tapez RootMe sur internet, vous allez trouver sur le premier lien rootme.org. C'est un site gratuit où vous pouvez créer un compte et commencer à faire des challenges de sécurité dans différents domaines comme on l'a vu tout à l'heure. Et RootMe Pro qui va vraiment être axé pour les entreprises et les écoles. Donc c'est vraiment pour créer des cours. En fait, on va créer des cours, accompagner les écoles en fait, on va intervenir en tant qu'intervenant dans les écoles pour former les étudiants dans la cybersécurité. Vous avez compris que du coup, il y a évidemment une réponse développeur à la sécurité, mais il y a aussi une réponse avec les claviers, par exemple, qui est sociale, et que du coup, ça se fait via de la formation. Et j'imagine du coup, si un jour il y a un ransomware qui va chez vous, vous pouvez les contacter, du coup, c'est ça. Et il y a une autre entreprise, ou est-ce que c'est bien Rootme avec qui vous faites de la recherche comment dire, après qu'il y ait eu un problème, est-ce que c'est Rootme vers qui on va? Dis-moi. Alors, Rootme va vraiment être axé sur la partie formation, cours dans les écoles. Et en fait, la partie réponse à incident, forensique, pentest aussi, ça va être Elysium Security. C'est les mêmes fondateurs que Rootme Pro derrière. D'accord. Ces deux sociétés créées par les mêmes fondateurs. Donc Elysium Security, c'est vraiment axé pour les entreprises, que ce soit par réponse à incident, forensique, pentest et développement de solutions de SIEM qu'on appelle Nemesis. Le SIEM, en gros, ça va être un système d'alarme qu'on installe dans les entreprises pour analyser toutes les logs. Donc, on a une équipe SOC chez Elysium qui analyse vraiment tous les comportements anormaux liés aux activités des périphériques réseau ou ordinateurs, serveurs de l'infrastructure. Enfin, vraiment tout le SI. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention et j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à les suivre et à apprendre le pen testing chez Rootme. Bisous, bisous.